Cette présentation porte sur la dynamique dans le cas d'un mouvement circulaire. Notion préalable. Donc, premièrement, bien comprendre qu'est-ce que c'est que le frottement statique, comment le calculer, en particulier son module. Donc, dans le cas où on veut la force maximale, donc la formule mu S fois la normale nous donne la force de friction statique maximale. Et son orientation, toujours dirigée de manière à empêcher le glissement. Donc, s'il n'y avait pas la force de friction, l'objet partirait d'un certain sens. La force de friction va empêcher l'objet de se mettre à glisser dans cette direction-là. Donc, être capable aussi de faire un schéma des forces et utiliser la deuxième loi de Newton. Et enfin, calculer une accélération centripète. Donc, l'accélération centripète est donnée par V au carré divisé par R. On va en reparler un petit peu. Objectif. Premièrement, donc c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'un objet en mouvement circulaire uniforme. On va utiliser l'abréviation MCU pour le mouvement circulaire uniforme. Donc c'est un mouvement qui se décrit sur une trajectoire circulaire ou une portion de trajectoire circulaire, donc soit un cercle complet ou encore seulement un arc de cercle. Et le module de la vitesse est constant. Donc module de vitesse constant. Deuxième objectif, expliquer la notion de force centripète et de force centrifuge. Remarquez qu'il est entre guillemets le mot force pour force centrifuge. Justement, on va voir pourquoi à la fin de la présentation. Donc, le premier appel, ça porte justement sur l'accélération centripète. Alors, soit un objet décrivant un mouvement circulaire uniforme. Donc, on a un objet qui se déplace à une vitesse de module V qui est constant. Donc, le module ne change pas. Par contre, l'orientation de la vitesse va changer, comme vous le voyez sur le dessin ici. On pointe vers le haut et ensuite de ça, on pointe à une direction oblique. On a R, le rayon de la trajectoire circulaire. Donc, si on imagine qu'on décrit un cercle, alors R représente le rayon de la trajectoire circulaire. Alors, l'accélération centripète est, premièrement, petit rappel, qu'est-ce que ça signifie le mot centripète? Ça veut dire que ça signifie que ça pointe vers le centre. Donc, centripète veut dire qu'il pointe vers le centre. Donc, l'accélération centripète, son module est donné par V au carré sur R, donc le module de la vitesse au carré divisé par le rayon. Et l'orientation, comme son nom le dit, centripète signifie pointe vers le centre, donc l'accélération pointe vers le centre du cercle. Donc, vous voyez que quand la voiture est ici, l'accélération pointe bien vers le centre du cercle. Quand la voiture est là, la direction de l'accélération, encore une fois, est vers le centre du cercle. Notre premier exercice est le suivant. Alors, imaginons une balle qu'on fait tourner au bout d'une corde. Dans un plan vertical, on fait tourner une balle de 0,204 kg au bout d'une corde de 0,8 m de longueur à raison de 2 tours par seconde. Quelle est la tension de la corde lorsque la balle est située en bas de sa trajectoire, c'est-à-dire la balle est ici? Alors, la première chose à faire, c'est le schéma des forces. Donc, regardons la balle, elle est en rotation. Donc, passons à travers les forces que l'on connaît. Premièrement, il va y avoir un poids. Donc, la balle est toujours soumise à son poids, dirigée vers le bas. Ça n'a jamais changé. Deuxièmement, il n'y a pas de normale ici parce que la balle n'est appuyée sur aucune surface. On a une force de tension, donc on voit qu'il y a une corde. Donc, une corde, ça peut juste tirer. Alors, on aura une tension qui ira dans cette direction-là. Il n'y a pas de frottement. Donc, la balle n'est pas en train de glisser sur une surface. Donc, notre schéma des forces est complet. Il y a juste ces deux forces-là. Ce qu'on va devoir ajouter maintenant, évidemment, c'est l'accélération et un axe qui pointe dans la direction de l'accélération. Donc, on est en mouvement circulaire uniforme. J'ai donc besoin d'une accélération qui pointe vers le centre de la trajectoire. Donc, quand la balle est en bas, une accélération qui pointe vers le centre de la trajectoire va donc pointer verticalement vers le haut. Et mon axe va être dans la même direction. Donc, je vais l'appeler X. Je vais le mettre dans la direction de l'accélération. Donc, avec tout ça, mon schéma des forces est complet. On va pouvoir passer à la deuxième loi de Newton. Je n'ai pas de Y, j'ai seulement une composante X. Donc,
la deuxième loi de Newton me dit que la somme des forces en x égale masse fois accélération. Qu'est-ce qu'on a comme force? Bien, vous voyez qu'on a un poids qui est dirigé vers le bas et une tension vers le haut. Donc, plus T, parce qu'il est vers les x positifs, moins mg, parce que c'est vers les x négatifs, égale ma. Maintenant, comme c'est un mouvement circulaire uniforme, je connais l'accélération parce que c'est une accélération centripète. Donc, pour maintenir ce mouvement-là, l'accélération doit valoir exactement v carré sur r. Donc, je peux aller remplacer ça dans mon équation et ça me donne ceci. Bon. On se rappelle que la balle fait 2 tours par seconde. Donc ça, cette information-là, le 2 tours par seconde, va me permettre d'aller calculer la vitesse. On se rappelle aussi qu'on avait une corde de longueur 0,8 m, donc le rayon de la trajectoire. On l'indique tout de suite, là, si on veut, ce sera de 0,8 m. Allons calculer la vitesse. Donc une vitesse, c'est une distance divisée par du temps. Ce que je veux, c'est un module de vitesse. Donc, c'est une distance divisée par du temps. La distance, bien, on dit que la balle fait 2 tours par seconde. Donc, la distance sera de 2 tours. Et combien de temps ça prend pour faire ces 2 tours-là? Ça nous prend 1 seconde. Alors, 2 tours, bien, si c'est un cercle, 1 tour, c'est une circonférence, c'est 2 pi fois le rayon. 2 tours, c'est donc 2 fois 2 pi fois le rayon. Donc, on a 2 fois 2 pi fois le rayon. Combien ça prend de temps faire cette distance-là? Ça prend 1 seconde, 2 tours par seconde. Donc, on remplace par les valeurs numériques. Alors, 2 fois 2 pi fois 0,8 m divisé par 1 seconde. Et ça nous donne une vitesse de 10 mètres par seconde. Donc, c'est le module de la vitesse, 10 mètres par seconde. Avec ça, on peut aller calculer la tension. Donc, je vous rappelle que l'équation était la suivante. Dérivée de la deuxième loi de Newton, T moins mg égale mv carré sur r. Donc, je vous rappelle que comme c'est un mouvement circulaire uniforme, l'accélération vaut v carré sur r. On peut faire un petit peu d'algèbre avant, donc juste envoyer le mg de l'autre côté de l'équation. Et on peut aussi faire une mise en évidence. Donc, on voit que m multiplie les deux termes, donc on peut l'isoler. Donc, je l'amène au devant de la parenthèse. La masse, c'est 0,204 kg, égale V au carré, donc 10 au carré divisé par le rayon, 0,8, plus 9,8. Donc, ça me permet de trouver la tension lorsque la balle se situe en bas de sa trajectoire, 27,5 newtons. Toujours la même situation, mais cette fois, la question qu'on va poser, quelle est la tension de la corde lorsque la balle s'est située en haut de sa trajectoire, donc lorsque la balle est ici. Alors, on reprend le même raisonnement. Alors, schéma des forces. Le poids, c'est toujours dirigé vers le bas, ça n'a jamais changé. C'est une valeur sûre. Donc, on le place, le poids vers le bas. La tension, donc la corde, ça peut juste tirer, ça ne peut pas pousser. Alors, la tension doit être dans le sens vers le bas. Donc, vous voyez que là, on a deux forces qui sont dirigées vers le bas. L'accélération, donc on doit avoir une accélération qui pointe vers le centre de la trajectoire. Donc, quand la balle est en haut, le centre de la trajectoire est vers le bas. Donc, ça, c'est mon accélération. Et je vais placer un axe dans la direction de l'accélération. Alors, l'axe des X pointe lui aussi vers le centre de la trajectoire ou, si vous voulez, vers le bas. On va appliquer notre deuxième loi de Newton. Donc, on a juste une composante X encore une fois. Somme des forces en X égale masse fois accélération. Maintenant, toutes les forces sont positives parce qu'elles pointent toutes dans la direction des X positifs. Donc, T plus mg égale ma. Je vous rappelle que l'accélération est toujours connue. Donc, comme c'est un mouvement circulaire uniforme, c'est toujours v carré sur r. La vitesse, je l'avais déjà trouvée, c'est 10 mètres par seconde. Donc, on remplace l'accélération par v carré sur r. On va continuer sur la prochaine diapo pour le calcul de la tension. Donc, j'ai envoyé le mg de l'autre côté.
On va faire une mise en évidence. Ça, ici, le 0,204, ça représente la masse. Donc, j'ai 10 au carré sur 0,8. Donc, ça, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Moins 9,8. Et on obtient une tension de 23,5 newtons. Donc, elle est plus petite. La tension est plus petite que quand la balle elle est en bas. D'accord? Donc, quand la balle est en haut, j'ai deux forces qui peuvent donner une accélération vers le centre. Donc, les deux forces vont se combiner pour me donner l'accélération dont j'ai besoin vers le centre. C'est pour ça que la tension peut être un petit peu plus petite. Quand les deux forces sont opposées, donc pour avoir une accélération vers le centre ou vers le haut, ben, j'ai besoin d'avoir une tension qui va être un petit peu plus grande. Donc, pour avoir un petit débalancement, pour avoir une force nette vers le haut. Donc, c'est pour ça que la tension va varier dans les deux situations. Bon, un petit bonus. Quelle est la plus petite tension qu'il est possible d'avoir? Donc, une corde, ça peut tirer, mais ça ne peut pas pousser. Donc, la plus petite tension qu'il peut y avoir dans une corde, en fait, c'est 0. Donc, si je reprends mon équation, donc ça, c'est mon équation de la somme des forces en X. Donc, j'avais T plus mg égale mv carré sur R. J'ai envoyé le mg de l'autre côté. Puis, on se dit que la plus petite tension possible, c'est 0 newton. Voyons voir les conséquences de ça. Donc, on va voir que la conséquence de ça, c'est que ça va changer la vitesse. OK? Donc, ça, c'est le résultat. Alors, mettons la tension à 0. Donc, ça me donne ceci. 0 égale m fois, dans la parenthèse, v carré sur r moins g. Donc, ça veut dire que toute la parenthèse ici doit être égale à 0. Donc, v carré sur r doit être égal à g. Et comme on voit ici, si j'isole la vitesse, v est égal à racine de gr ou encore 7,8 mètres par seconde carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la plus petite vitesse à laquelle je peux tourner pour que la balle décrive cette trajectoire-là. Si je vais plus vite, il n'y a pas de problème. Donc, si je vais plus vite, mon accélération centripète va être plus grande parce que la vitesse va être plus grande. Et donc, je vais avoir besoin de la tension qui est ici pour avoir mon accélération centripète dont j'ai besoin. Si je diminue la vitesse, donc si je diminue la vitesse, v carré sur r va diminuer. Et donc, j'ai besoin de moins en moins de tension pour avoir l'accélération centripète dont j'ai besoin parce qu'elle est de plus en plus petite. Et à une certaine vitesse, j'ai besoin d'une tension nulle. Donc, j'ai besoin d'une tension nulle. Donc, à une tension de 0, en fait, seulement le poids crée une force centripète suffisante pour me donner l'accélération centripète dont j'ai besoin. Et on ne peut pas aller plus bas que ça parce que la corde ne peut pas pousser. Donc, ce qui va se passer si on ralentit, c'est qu'on ne fera pas une trajectoire circulaire. Donc, arrivé en haut, ce qui va se passer, la balle va probablement tomber puis faire une espèce de trajectoire comme ça. Donc, elle va tomber, la corde va la rattraper ici à peu près, puis là, elle va reprendre sa trajectoire. Deuxième exercice. Bon, vous avez oublié votre portefeuille sur le toit de votre voiture. Vous roulez à 15 mètres par seconde et vous abordez une courbe de rayon de courbure de 50 mètres. La question, quel est le coefficient de friction minimal requis pour que le portefeuille ne glisse pas? On voudrait qu'il ne tombe pas par terre, on ne veut pas que le portefeuille glisse. Fait que si vous êtes du genre à oublier votre portefeuille sur le toit de la voiture, ça va vous aider quand vous allez aller vous magasiner un portefeuille. Vous allez pouvoir choisir un qui a le bon coefficient de friction pour pas qu'il glisse si vous l'oubliez sur le toit. Fait qu'on ne pourra pas dire que ça ne sert à rien. Donc, on va calculer ça. Alors, première chose à faire, on va essayer juste de regarder est par où notre accélération. On va commencer par regarder la situation d'en haut. Donc, on voit très bien, on est dans une courbe de rayon de courbure de 50 mètres. Alors, on voit très bien qu'on a une trajectoire circulaire et une accélération qui doit pointer vers le centre de la trajectoire circulaire. Si je veux correctement représenter mes forces, le meilleur angle, ce serait de regarder la voiture de devant. Donc, pas de haut, mais de devant.
Et là, le centre de la trajectoire, ben, si vous prenez cette image-là et que vous la regardez de devant, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le centre de la trajectoire, il va être par là. Donc, vers la droite. Donc, mon accélération est vers la droite. Et ça veut dire que je vais prendre un axe des X qui va aller vers la droite. Donc, j'ai déjà en partant, j'ai regardé ma direction d'accélération et j'ai mon système d'axes. On va aller mettre nos forces. Donc, le schéma des forces, je vais faire le schéma des forces sur le portefeuille parce que c'est cet objet-là qu'on veut étudier. C'est lui, on veut savoir est-ce qu'il glisse ou non. Donc, commençons avec nos valeurs sûres, le poids. Le portefeuille, ben, vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent dedans, fait qu'il doit avoir un poids. Donc, vers le bas, toujours, ça n'a jamais changé. Le poids, c'est toujours vers le bas. La voiture va exercer une force normale sur le portefeuille, perpendiculaire à la surface, donc surface horizontale, normale verticale. Et maintenant, il y a une force de frottement. Donc, la force de frottement va empêcher le glissement. Et là, peut-être que ça ne vous aide pas trop à l'orienter. Peut-être que ça ne vous aide pas trop. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Bien, regardez la direction de l'accélération. Si vous voulez une accélération dans cette direction-là, vers la droite, vous avez besoin d'une force nette vers la droite. La normale puis le poids, ils ne donnent pas de force nette vers la droite, ils s'annulent verticalement. Moi, j'ai besoin d'une force dans cette direction-là. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ben, c'est pas la normale, c'est pas le poids, c'est pas une force de tension, il n'y a pas de corde, vous ne l'avez pas attaché votre portefeuille, c'est pas une force extérieure, vous n'êtes pas en train de tenir votre portefeuille. Qu'est-ce qui nous reste? Ben oui, la force de friction. Donc, s'il n'y avait pas de friction, le portefeuille se mettrait à glisser, donc c'est la force de friction qui va l'empêcher de glisser. Et par où? Ben regardez, j'ai besoin d'une force vers la droite, alors la force de friction, je vais la placer vers la droite. OK? Pas évident savoir si c'est vers la droite ou vers la gauche, mais regardez la direction de votre accélération. Vous avez besoin d'une force nette dans la même direction, alors c'est la seule direction possible pour la force de friction. Appliquons notre deuxième loi de Newton en X. Bien, c'est pas compliqué, il y a juste une force. La somme des forces en X égale ma. Rappelons que l'accélération est donnée par v carré sur r, parce que je suis en mouvement circulaire. Donc, la vitesse, on se rappelle, on avait 15 mètres par seconde, puis le rayon, c'était 50 mètres. Donc, la somme des forces, bien, la seule force qu'on a, c'est notre force de friction statique. Donc, tout ça, c'est égal à ma, ou encore, comme c'est un mouvement circulaire, A égale v carré sur r. Donc, je ne peux pas vraiment aller plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se rappelle qu'on a une formule avec laquelle je peux trouver une force de friction maximale. Donc, on va l'utiliser. Calcule la force de frottement. Donc, la force de friction maximale est donnée par cette formule-là. Si ça, c'est la valeur maximale, ça veut dire que la force de friction que j'ai réellement, en fait, est plus petite ou égale à cette valeur maximale. Donc, c'est une inégalité que j'ai. La force de friction, oui, elle peut être égale, mais elle peut aussi être plus petite. On voit qu'on a la normale qui apparaît ici. Donc, sans nécessairement aller faire la somme des forces en Y, là, on peut voir assez rapidement sur cette situation-là que la normale est égale au poids ou est égale à mg. Donc, je vais remplacer la normale par mg et ça me donne quoi? Donc, la force de friction statique est plus petite ou égale à μs fois mg. Donc, combinons ces deux informations-là. On se rappelle la première, ben celle que je viens de présenter, j'ai celle-là. Donc, force de friction statique est plus petite ou égale à μs fois mg. Et mon autre, qui découle de la deuxième loi de Newton, c'est que la force de friction est égale à mv carré sur r. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme la force de friction est égale à ça, ben, je vais prendre ce morceau-là en mauve, puis je vais remplacer la force de friction par le morceau en mauve. Ce qui me donne ceci. mv carré sur r est plus petit ou égal à μs fois mg. Vous voyez que les masses se simplifient. Fait que ça, c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup ou pas beaucoup d'argent dans votre portefeuille pour qu'il ne glisse pas. Ça ne change rien. Fait que s'il est vide ou si vous avez plein de petites monnaies dedans, ça ne va rien changer au coefficient de friction dont on a besoin.
Donc, les masses s'annulent, c'est souvent bon signe. Qu'est-ce qui me reste? J'isole le coefficient en envoyant le coefficient, le G de l'autre côté. Donc, V carré sur RG est plus petit ou égal au coefficient. Et en remplaçant par les valeurs numériques, donc la vitesse c'était 15, le rayon 50, G 9,8, on trouve que le coefficient est plus grand ou égal à 0,46. Alors je vous rappelle que ce qu'on cherchait, c'est le coefficient de friction minimal, le plus petit coefficient qui permet au portefeuille de rester en place. Donc ce plus petit coefficient, c'est 0,46. Évidemment, vous pourriez avoir un coefficient qui est plus gros. Vous pourriez avoir un portefeuille qui est très collant, qui a un coefficient de friction de 4, de 10, de 1000, je ne sais pas. C'est sûr qu'il va rester en place. Mais si vous voulez descendre le coefficient, le plus petit possible, c'est 0,46. Le deuxième objectif, expliquer la notion de force centripète et de, entre guillemets, force centrifuge. Bon, rappel numéro 2, on l'a déjà abordé, mais selon la deuxième loi de Newton, somme des forces égale masse fois accélération, ça veut dire quoi? Entre autres, ça veut dire que l'accélération et la force résultante doivent être dans la même direction. On vient de voir un exemple de ça. Donc, vous aviez une accélération vers la droite, ça veut dire qu'on avait une force de friction vers la droite. Donc, en général, si vous avez une force résultante, donc la somme des forces veut dire aussi force résultante, c'est dans la même direction que l'accélération. Ces deux-là sont parallèles. Donc, si je dois avoir une force dans la même direction que l'accélération, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand j'ai un mouvement circulaire, j'ai une accélération centripète qui pointe vers le centre. Et si je dois avoir en tout temps une force résultante dans la même direction, ça veut dire que si j'ai un mouvement circulaire uniforme, j'ai besoin d'une force centripète, c'est-à-dire une force qui pointe vers le centre de la trajectoire. Donc une force centripète, qu'est-ce que c'est? C'est toute force ou combinaison de forces qui sont orientées vers le centre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces de toute nature peuvent être centripètes. Donc, je ne rajoute pas un nouveau type de force. Donc, les types de force, on avait le poids, la normale, la tension, la friction. Donc, le fait qu'une force soit centripète, ça m'indique seulement qu'elle pointe vers le centre. Alors, ça peut être des poids, des normales, des tensions, des forces de frottement ou une combinaison de tout ça. On va voir 3 exemples. Quand on faisait tourner la balle, quand la balle était en bas de la trajectoire, qu'est-ce qu'on a comme force centripète qui pointe vers le centre? Bien, c'est la tension toute seule qui est de la force centripète. Quand la balle est en haut de la trajectoire, donc on voit que à la fois la tension et le poids contribuent à la force centripète. Les deux pointent vers le centre. Et quand le portefeuille est oublié sur le toit de la voiture, la force centripète, c'est le frottement statique. Donc, qu'une force soit centripète, ça veut juste dire qu'elle pointe vers le centre. Ça peut être n'importe quelle nature de force, comme on le voit ici. Ou même une combinaison de 2 ou de 3 forces. En terminant, la fameuse, entre guillemets, force centrifuge. Vous en avez tous fait l'expérience, la perception. On se sent tiré vers l'extérieur de la courbe, pas vers l'intérieur. Si vous prenez un virage en voiture, rapidement, on sait qu'on se sent poussé vers l'extérieur. On a l'impression qu'on veut sortir de la courbe, on veut sortir vers l'extérieur de la courbe. Donc, ce qu'on ressent, c'est comme si c'était cette force-là ici. On a l'impression d'être tiré vers l'extérieur. La réalité, c'est quoi? C'est un effet de l'inertie. Donc, première loi de Newton, tout objet cherche à continuer son mouvement en ligne droite. Donc, vous qui êtes ici, là, vous avez une vitesse dans cette direction-là. Donc, ce que vous voulez, en fait, c'est de continuer dans cette direction-là. Continuer votre mouvement en ligne droite. Donc, pour vous faire changer d'orientation, parce que c'est ça qu'on a fait ici, on vous fait changer d'orientation de vitesse, ça prend une force. Vous, votre inertie, fait en sorte que vous voulez rester en ligne droite. Donc, la perception,
Oui, qu'on se sent tiré vers l'extérieur, en fait, c'est juste notre inertie. Donc, la masse qu'on l'on est veut continuer en ligne droite, donc on a l'impression que ça nous tire. Mais en fait, c'est la route, la voiture, les ceintures qui nous tirent vers l'intérieur de la courbe. Donc, la fameuse force centrifuge, ce n'est pas une force. C'est une perception de force, mais en réalité, c'est un effet de l'inertie.